Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président comorien Azali Assoumani brigue un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle prévue le 14 janvier 2024. Son projet de candidature a été approuvé par la Cour suprême des Comores qui a publié une liste provisoire de 11 candidats. La Banque africaine de développement inscrit la croissance du secteur privé dans ses priorités. L'institution panafricaine compte sur la mobilisation des capitaux privés pour assurer l'investissement dans les infrastructures vertes du continent. Et l'Afrique du Sud reçoit un financement de 1,9 milliard de dollars de la part de plusieurs institutions financières pour mener à bien son plan de transition énergétique. Le but étant de sortir de la dépendance au charbon qui classe la nation arc-en-ciel au rang de l'économie la plus polluante du continent. Mais tout d'abord à Madagascar, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 16 novembre dernier sont tombés ce samedi. La Commission électorale nationale indépendante annonce la réélection du président sortant Andra Joël dès le premier tour avec 58,95% des suffrages. Résultats qui devront être confirmés d'ici à 9 jours par la Haute Cour constitutionnelle pour devenir définitifs. Ce vendredi, 11 des candidats à la présidentielle annonçaient déjà ne pas reconnaître les résultats. Rappelons que ce scrutin présidentiel avait été boycotté par 10 candidats de l'opposition qui réclamaient un report de cette élection. Élection présidentielle encore, mais aux Comores, la Cour suprême a publié le 22 novembre la liste provisoire des candidats autorisés à briguer la magistrature suprême pour le scrutin du 14 janvier 2024. Parmi eux se trouve le président sortant Azali Assoumani qui brigue un nouveau mandat sous les couleurs du parti Convention pour le renouveau des Comores. Plus de détails avec Edith Lam. Ils sont en tout 11 candidats, parmi lesquels le président sortant, Azali Assoumani, président du parti Convention pour le renouveau des Comores et président en exercice de l'Union africaine. Depuis sa venue au pouvoir, Azali Assoumani revendique avoir mis fin au cycle des instabilités politiques qui avait caractérisé la vie politique comorienne depuis l'indépendance de 1975 grâce à la politique de réconciliation nationale qu'il a menée depuis 2000. En tant que président en exercice de l'Union africaine, il a également conduit avec succès le plaidoyer de l'intégration de l'Union africaine au G20. Il s'en est félicité lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies tenue le 20 septembre 2023 à New York. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour réitérer au nom de l'Afrique nos remerciements les plus sincères à l'endroit des membres du G20 qui viennent d'intégrer l'Union africaine que j'ai l'honneur de présider en cette année 2023 au sein de leur groupe. Dans l'archipel d'Afrique de l'Est, la coalition d'opposition Touamaya Yare Komori, Espoir pour les Comores, dénonce un scrutin joué d'avance et menace de boycotter le scrutin. L'opposition exige notamment la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Elle souhaite également que le gouvernement reconstitue le corps électoral pour garantir son indépendance et interdise aux forces armées de s'impliquer dans le processus électoral. Le président Azali Assoumani a assuré devant l'Assemblée générale des Nations unies de la sincérité et de la transparence du processus électoral. Je souhaite souligner ma volonté profonde, qui est aussi celle du gouvernement comorien, d'honorer les institutions et la vie démocratique aux Comores en organisant de façon libre, transparente et démocratique les prochaines élections présidentielles et des gouverneurs de 2024. On rappelle, Azali Assoumani, ancien officier de l'armée, est arrivé au pouvoir en 1999 à la suite d'un coup d'État. Il a été élu pour la première fois en 2002 pour un mandat de 4 ans dans le cadre d'une présidence tournante consacrée par la Constitution de 2001. Réélu en 2016 pour un mandat de 5 ans, il a révisé la Constitution en 2019 et organisé une élection présidentielle anticipée qu'il a gagnée pour un nouveau mandat de 5 ans renouvelable.
Également dans l'actualité, c'est officiel depuis ce vendredi. La Somalie fait désormais officiellement partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, et devient le 8e membre de cette organisation sous-régionale. Son adhésion a été actée à l'occasion du 23e sommet de l'organisation qui s'est tenu ce 24 novembre à Arusha, en Tanzanie. La Somalie rejoint ainsi le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La croissance du secteur privé est ramenée au rang des priorités par la Banque africaine de développement. L'institution panafricaine a lancé en octobre 2022 un projet dénommé l'Alliance pour les infrastructures vertes. Le but, mobiliser les capitaux privés pour soutenir le développement durable du continent africain et réduire la pauvreté. Les explications de Marcel Kouassi. Pour la Banque africaine de développement, la mobilisation de capitaux privés est essentielle pour combler le déficit de financement des infrastructures vertes en Afrique. Selon l'institution financière, la mobilisation de capitaux privés permettrait d'accélérer le développement des entreprises, mais également de soutenir la marge de manœuvre budgétaire limitée des gouvernements africains, qui représentent aujourd'hui la principale source de financement des infrastructures sur le continent. Amadou Hott, envoyé spécial du président de la Banque africaine de développement pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, revient sur cette priorité dans une interview exclusive accordée à Africa 24. La banque offre des financements très concessionnels aux États africains. Donc là, c'est les gouvernements qui reçoivent le financement et qui exécutent de gros projets d'infrastructure. On en a vu dans beaucoup de pays d'Afrique. Deuxièmement, la Banque africaine aussi fait la promotion du secteur privé dans les partenariats publics-privés. Au lieu que ce soit l'État qui s'endette pour investir dans les infrastructures, mais que le secteur privé, à travers un contrat équilibré, reçoit le mandat pour mobiliser les ressources. L'Alliance pour l'infrastructure verte lancée en octobre 2022 par l'Union africaine, le groupe de la Banque africaine de développement et Africa 50 compte lever jusqu'à 500 millions de dollars pour fournir des capitaux de développement à des projets en phase de démarrage. Il est prévu également de générer 10 milliards de dollars d'opportunités d'investissement avec la contribution du secteur privé africain. Ce que l'Alliance pour l'infrastructure verte va mobiliser, c'est des fonds de préparation de projets, de développement de projets d'infrastructure verte à hauteur de 500 millions de dollars qui vont permettre de développer un portefeuille de projets avec le secteur privé à hauteur de 10 milliards de dollars. Donc l'objectif de l'Alliance, c'est de mobiliser 10 milliards de dollars d'investissements pour lesquels, ou en tout cas au sein desquels l'État ne s'endette pas. En mobilisant des capitaux privés pour l'investissement dans les infrastructures vertes en Afrique, la Banque africaine de développement vise à améliorer le climat des investissements et des affaires, l'accès aux infrastructures sociales et économiques, favoriser le développement des entreprises sur le continent. Vendre la destination Côte d'Ivoire aux hommes d'affaires de Dubaï, c'était la raison d'être de la première édition du Doing Business with Côte d'Ivoire qui s'est tenu à Abidjan le 20 novembre, un forum économique qui vise à accroître les relations bilatérales entre les deux parties. Les échanges commerciaux entre Dubaï et la Côte d'Ivoire se sont d'ailleurs chiffrés à plus de 159 milliards de francs CFA en 2022. Les précisions de Esther Conan. Les relations économiques et commerciales croissantes entre Dubaï et l'Afrique de l'Ouest impliquent une augmentation des opportunités disponibles dans la région pour l'expansion des entreprises à l'international, dans le but d'explorer des opportunités d'investissement potentiels et des partenariats économiques détournés dans des pays de l'Afrique de l'Ouest comme celle de la Côte d'Ivoire. Doing Business with Côte d'Ivoire ont été initiés dans l'objectif de faire accroître des partenariats économiques.
L'Afrique est importante pour nous dans le cadre de notre nouvel agenda économique. Nous continuons donc à explorer, à étudier d'autres emplacements de bureaux et il est certain que l'Afrique sera plus présente qu'elle ne l'est déjà. Cette semaine, nous avons assisté à l'ouverture de notre 7e bureau et nous espérons que si nous décidons d'ouvrir d'autres bureaux en Afrique, Abidjan sera certainement l'une des villes les plus importantes pour étudier l'opportunité d'un bureau. Une délégation de 15 entreprises basées à Dubaï représentant 10 secteurs ont participé à l'événement Doing Business with Côte d'Ivoire pour explorer les opportunités d'expansion à l'étranger et de partenariat avec des entreprises africaines désireuses d'élargir leurs horizons et de saisir de nouvelles opportunités. Nous, en Côte d'Ivoire, nos investisseurs ont aussi besoin de visibilité, ont aussi besoin de s'exporter. Et donc, le partenariat avec des investisseurs des Émirats arabes unis, qui, l'on sait, est une plateforme logistique importante dans le Moyen-Orient, permettra à nos investisseurs nationaux de mieux se faire connaître et d'utiliser des voies pour pénétrer dans ce marché. L'objectif de la Chambre internationale de Dubaï est de soutenir l'expansion mondiale de 100 entreprises de Dubaï d'ici fin 2024. Ces missions commerciales joueront un rôle essentiel dans la réalisation de l'objectif de Dubaï qui est d'augmenter le commerce extérieur non pétrolier de 2000 milliards d'AED d'ici 2026, conformément au plan commercial quinquennal de l'Émirat. Le Burkina Faso lance la construction de sa première raffinerie d'or. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a effectué le 23 novembre la pose de la première pierre de cette infrastructure dont la mise en service est prévue dans 11 mois. Objectif affiché, reprendre la main sur la principale ressource minérale du pays. Un sujet de la rédaction. Le Burkina Faso veut transformer localement ses ressources naturelles et donner plus de valeur à son or qui ne devrait plus être bientôt exporté brut. Avec la mise en service de sa première raffinerie dont la livraison est attendue dans 11 mois à compter du 23 novembre 2023, le pays d'Afrique de l'Ouest devra tripler sa production pour la porter à 150 tonnes d'or purifié. La pose de la première pierre, c'est une question de souveraineté d'abord. Dans l'environnement de la production d'or au Burkina, pendant longtemps on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or, mais depuis un certain temps l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or, que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Et nous nous sommes posés plein de questions et aujourd'hui nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Pour raffiner l'or, la Société nationale des substances précieuses du Burkina Faso, SONAPS, sera chargée de multiplier les guichets pour pouvoir racheter et collecter l'or destiné à l'usine. Le projet est prévu à Ouaga 2000 sur 5 hectares. Le site abritera également les locaux de la SONAPS, l'administration, un magasin de stockage et une bijouterie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place, nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important. Et aussi, il faut qu'à travers la SONASP, nous sommes en train de... C'est une manière d'inviter les orpailleurs locaux pour ramener l'or vers l'intérieur. Parce que la SONASP est la structure qui va racheter l'or et qu'on puisse raffiner ici. Beaucoup d'or sortent du Burkina Faso de façon frauduleuse et qui contribue d'ailleurs à alimenter le terrorisme. En 2022, le Burkina Faso a produit officiellement 57,65 tonnes, générant des recettes directes dans le budget de l'État de l'ordre de 540,984 milliards de francs CFA, environ 888 millions de dollars. La consommation de la production locale et la transformation des ressources font partie de l'ambition du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir depuis le 30 septembre 2022.
Le plan de transition énergétique de l'Afrique du Sud reçoit du soutien. Plusieurs institutions financières, dont la Banque africaine de développement, ont signé des accords de prêt le 22 novembre avec la nation arc-en-ciel pour un financement de 1,9 milliard de dollars. Ces fonds doivent permettre à l'Afrique du Sud de réduire sa dépendance au charbon. Les précisions de Catherine Gobey. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale et l'Allemagne ont convenu mercredi 22 novembre de fournir 1,9 milliard de dollars de financement pour le plan de transition énergétique juste de l'Afrique du Sud alors que le pays s'efforce de surmonter les pénuries d'électricité qui ont freiné la croissance économique au cours des 2 dernières années. Ainsi, la Banque mondiale fournira un prêt de 1 milliard de dollars pour une durée de 15 ans, le gouvernement allemand un demi-milliard d'euros pour 12 ans et la BAD de 300 millions de dollars pour 12 ans. As we navigate our way through this transition, we create jobs. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette transition, nous créerons des emplois, de nouveaux secteurs qui devront accompagner notre transition jusqu'au bout. Our transition as we move forward. Le projet aidera la compagnie publique d'électricité sud-africaine Eskom à mettre hors service la centrale électrique au charbon de Komati, vieille de 56 ans, à réorienter la zone du projet vers les énergies renouvelables et les batteries et à créer des opportunités pour les travailleurs et les communautés. Le rééquipement de la centrale permettra à Komati de produire environ 340 MW de nouvelles capacités de production, dont 50 MW d'énergie solaire photovoltaïque, 70 MW d'énergie éolienne et 150 MW de stockage d'énergie par batterie. Comme vous le savez, le projet est passé par les processus d'approbation de la Banque mondiale, de la Credit and Start for Wederopbouw, KfW et de la BAD. Nous avons donc maintenant un financement confirmé destiné à Komati pour la réparation et la réaffectation. Nous prévoyons de fermer 20 gigawatts de centrales à charbon d'ici 2035 et pour ce faire, nous aurons besoin d'environ 50 à 60 gigawatts d'énergie renouvelable et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés sur le marché pour obtenir des financements. La production d'électricité sud-africaine fortement dépendante du charbon est polluante et incapable de répondre à la demande. En effet, le pays produit environ 80% de ses besoins énergétiques à partir du charbon. Le déficit actuel d'approvisionnement en électricité est estimé entre 4 et 6 gigawatts, ce qui entraîne des délestages pouvant aller jusqu'à 10 heures par jour et affecte la vie quotidienne de la population et les perspectives économiques du pays. Bien que l'accès à l'électricité soit élevé par rapport aux moyennes régionales, environ 10% des Sud-Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité et 47% sont considérés comme pauvres en énergie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.